cas, nous allons passer à la suite. Je vais allumer la lumière du tableau. Non, là, je suis en train de faire des bêtises. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a fait le 1.1, le 1.2. Il ne reste plus que le 1.3, c'est parfait. L'état de droit face au droit du plus fort. Je vais juste marquer le nom ici du philosophe dont nous allons principalement parler, Rousseau du contrat social, ainsi que de l'autre philosophe dont nous allons parler, Thomas Hobbes, le Léviathan. Ok. Bon, alors là, je dicte pas, j'explique. Bon. Alors, en fait, Rousseau pose une question, si vous voulez. Il se demande... Allez, silence, monsieur, vous êtes déjà arrivé en retard. Donc, Rousseau se demande, comme tous les philosophes dont on a parlé jusqu'à présent, qu'est-ce qui rend l'État légitime? Qu'est-ce qui fait que... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement légitime? Qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement est légitime? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'un gouvernement et qu'un pouvoir politique est illégitime? Alors, rappelez-vous, les problèmes qu'on a avec la pensée libérale, c'est qu'elle repose sur des hypothèses qui sont discutables, dont on ne peut apporter la preuve de la validité. On a les mêmes problèmes avec la philosophie de Platon et celle de Kant. Alors, pas pour les mêmes raisons. Chez Platon, ce sont pour des raisons métaphysiques, et pour Kant, ce sont pour des raisons métaphysiques et logiques. Même si la pensée de Kant, en réalité, profile une espèce d'utopie qui peut laisser rêveur. Bon. Mais les thèses que je vais vous exposer ici, enfin la thèse de Rousseau notamment, c'est sans doute la thèse la plus rationnelle et qui nécessite le moins d'hypothèses pour expliquer comment fonctionne un régime politique légitime, c'est-à-dire pour expliquer comment doit fonctionner un régime politique. Donc il y a quelque chose de normatif chez Rousseau. Rousseau s'oppose à certains modes de gouvernement et propose quelque chose qui lui paraît préférable. Alors pour comprendre Rousseau, il faut là encore se mettre dans le contexte historique et dans le contexte philosophique dans lequel évolue Rousseau, et ainsi saisir les idées qu'il déploie. En fait, Rousseau part du principe que, avant l'état de droit, existe un état qui est un état mythique, en fait un état qui sans doute n'a jamais existé, une espèce d'état pré-sociétal, qui est l'état de nature. L'état de nature, ou on pourrait l'appeler aussi l'état sauvage. Et alors, à l'état de nature, les individus, les êtres humains, luttent pour leur survie. Et cette description et ce problème de l'état de nature, en fait, c'est pas un problème qui est posé par Rousseau. C'est un problème que s'approprie Rousseau. Et Rousseau, ce problème, il se l'approprie à partir d'une autre philosophie, qui est la philosophie que développe justement Thomas Hobbes dans le Léviathan, quasiment un siècle plus tôt, à peu près un siècle plus tôt. Alors Hobbes part de ce même constat. À l'état de nature, les êtres humains luttent pour leur survie, c'est l'état de guerre de tous contre tous. À l'état de nature, vous connaissez la phrase, l'homme est un loup pour l'homme. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que cet état de nature, qui est un état de conflit permanent, génère non seulement des injustices, évidemment, qui sont liées à l'exercice de la force, à l'exercice de la violence, qui est la norme, et génère aussi une espèce de... Bon, alors, le mot n'est pas employé par Hobbes parce que c'est un mot plus récent, mais une espèce de précarisation. Puisque, concrètement, si vous passez votre temps à faire la guerre avec votre voisin, vous ne le passez pas à réfléchir à comment améliorer votre vie en société, à comment mieux produire, à comment... augmenter votre productivité, etc., etc. Les ressources dont vous disposez deviennent de plus en plus rares, vous vivez de manière de plus en plus précaire, vous êtes de plus en plus pauvre,
Enfin, ce n'est pas une situation qui est enviable, ni une situation qui est viable. Alors Hobbes propose une solution, et cette solution, c'est le Léviathan. Enfin, le Léviathan, c'est l'état civil. Et cet état civil est censé représenter les intérêts des citoyens, les intérêts des gens qui habitent, enfin qui vivent dans l'état civil, en garantissant leur sécurité. Et Rousseau s'oppose à la vision hobbesienne de l'État. Pour Rousseau, l'état d'Hobbes, l'état civil tel que le conçoit Hobbes, ne représente pas le corps social. Bon, en fait, c'est le problème que pose Rousseau, enfin un des problèmes importants que pose Rousseau, c'est le problème de la représentation du corps social. C'est un problème qui est inhérent à la vie politique telle que nous la connaissons. Je vous rappelle que quand nous vivons dans une démocratie, justement, l'État est censé représenter le peuple. Sinon, c'est plus le peuple qui a le pouvoir. Demos kratos, le pouvoir au peuple. Bon. Eh bien, c'est ce problème-là que pose Rousseau. Il se demande, en fait, quelles sont les conditions qui permettent à l'État d'être l'incarnation de la représentation du corps social. N'oubliez pas, il y a toujours la société et l'État comme deux entités distinctes et qui peuvent parfois avoir des rôles antagoniques. Alors, le problème qu'on a chez Hobbes, c'est que la finalité de l'État, c'est la sécurité. Mais l'État n'est pas instauré par le peuple. Il n'est pas instauré vraiment pour le peuple. Non, l'État hobbésien peut être tyrannique. Son règne peut reposer sur l'arbitraire. Il n'y a pas de règles qui définissent le mode de fonctionnement de l'État dès lors qu'il garantit la sécurité. Pour Rousseau, c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que quand le rôle de l'État, c'est uniquement de garantir la sécurité, alors on peut très bien imaginer que ce qui règne, c'est la force. On a voulu supprimer les problèmes inhérents au règne de la force qui se produisaient dans l'état de nature, et on les a remplacés par un nouveau règne qui était le règne de la force, mais d'une seule personne ou d'une seule faction, tant que cette personne et cette faction garantit la sécurité. Or, Rousseau explique dans le chapitre 3 du premier livre du Contrat social que la loi du plus fort est une loi qui est illégitime, fondamentalement illégitime. Et alors, ce passage-là du Contrat social est très important parce que de cette démonstration découle toute la validité du reste du propos. C'est-à-dire que si la loi du plus fort ou si le droit du plus fort est légitime, alors ce que dit Rousseau dans le Contrat social, eh bien, puisque cela repose précisément sur l'idée selon laquelle la loi du plus fort est illégitime, tout le reste serait sujet à caution. Mais vous allez voir, l'idée de Rousseau est assez convaincante en fait. C'est la suivante. En fait, celui qui... Voilà ce que dit Rousseau. Alors je ne vais pas vous donner le texte, mais je paraphrase, enfin j'explique. Ce que dit Rousseau, c'est que quand c'est le droit du plus fort qui règne, celui qui est au pouvoir revendique la légitimité de l'exercice du pouvoir du fait même de la force qu'il exerce sur les autres. Donc ce qui fait que lui est légitime à régner, c'est la force. Donc sa légitimité est en adéquation, si vous voulez, avec sa force. Bon. Le problème, remarque Rousseau, c'est que la force, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une espèce d'idée universelle, ou ce n'est pas quelque chose sur quoi peut s'appuyer non plus une loi absolument universelle. Pourquoi ? Parce que dans la force, il n'y a pas de nécessité. La force, c'est quelque chose de contingent. Pourquoi la force, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire ? Parce que quand la force s'incarne dans une personne, rien ne garantit que la même force habitera toujours cette personne. Et rien ne garantit que même si la même force habite toujours cette personne, qu'il n'existe pas ailleurs une autre force qui, à un autre degré, serait plus forte, justement. En fait, le problème de la loi du plus fort, c'est que elle est toujours susceptible d'être renversée par plus forte qu'elle. Ainsi, la forme que prendra la loi du plus fort est toujours susceptible de changer. Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez un tyran qui prenne le pouvoir et qui édicte un certain nombre de lois. Alors on pourrait imaginer tout un tas de lois complètement absurdes ou beaucoup plus rationnelles. Je ne sais pas. Imaginez, prenons un cas très trivial. Ne donnez pas ces exemples dans vos copies, mais c'est juste pour que vous compreniez. Imaginez que, je ne sais pas, un pouvoir tyrannique décide comme ça, pour le plaisir, de limiter, je ne sais pas, la vitesse sur laquelle on peut circuler sur les routes nationales et passe de 90 à 80, par exemple. Bon.
Donc il peut se prévaloir de sa force pour décider de cette loi, de cette règle. Imaginez que ce pouvoir-là soit renversé par un autre après, qui décide de de supprimer les limitations de vitesse, par exemple. Voilà, donc une nouvelle tyrannie qui supprime les limitations de vitesse. On voit bien que ces deux pouvoirs tyranniques sont mus par des objectifs différents. Il y en a un qui décide plutôt d'assurer de la prévention sur la route, donc en limitant la vitesse, de limiter peut-être le nombre d'accidents, et un autre qui s'en fiche complètement et qui se dit il faut défendre la liberté individuelle et donc permettre à tout le monde de rouler à 150 sur la nationale. Bon. Mais on voit bien que les idées défendues par ces différentes expressions de la force sont radicalement opposées. Et on ne sait pas si elles sont nécessaires, ces idées-là. En tout cas, la force, quand elle exerce le pouvoir, ne l'exerce pas de manière nécessaire, puisque une autre force pourra exprimer un pouvoir totalement différent. Bon. Donc à partir de là, le droit du plus fort n'est pas légitime. Il n'est pas légitime à se revendiquer comme légitime au nom de la force elle-même, parce que, justement, il est, là encore, contingent, et la forme de la loi qui l'édicte, varie de manière contingente en fonction de la force qui occupe le pouvoir. C'est quand même assez convaincant, ça. Donc, par conséquent, l'idée de Rousseau, c'est qu'il faut chercher ailleurs l'exercice légitime du pouvoir. Et, on l'aura compris, l'exercice légitime du pouvoir, il s'exprime dans le contrat social. Alors, en quoi consiste le contrat social ? Bien, c'est un contrat, comme son nom l'indique, qui consiste en l'aliénation, c'est-à-dire le renoncement à ce que nous sommes. S'aliéner, ça veut dire se rendre étranger à soi-même. Le mot anglais est transparent à ce niveau-là. Alien, étranger. Vous savez, le film, les grosses bestioles, en fait, ça veut dire étranger. Comme ça, alien, c'est l'étranger à bord du vaisseau. Nous on appelle ça un alien, mais c'est pas un extraterrestre, c'est juste un étranger. Ouais, passons. Bon, donc il y a un processus d'aliénation, c'est-à-dire que l'homme qui est à l'état de nature devient par le contrat social non plus un homme, mais un citoyen, c'est-à-dire un membre de la cité, un membre de la police. Il devient donc une espèce d'homme politique. Et ainsi, vous comprenez, si vous comprenez cette idée-là, qui a une très très grande puissance en fait, vous comprenez que dès lors que vous êtes citoyen, vous êtes vraiment l'incarnation de la politique dans la cité. Et c'est pour ça que le cours sur la politique est aussi, je fais une digression là, mais est aussi important, parce que souvent on a une vision de la politique, alors c'est vrai quand on est en terminale, mais rassurez-vous, c'est vrai aussi après, on a tendance à penser que la politique c'est le domaine des hommes politiques, et que ces hommes politiques sont distincts en quelque sorte du corps social, qu'ils font profession de politique, parce qu'ils appartiennent à des partis politiques, et qu'ils font des carrières politiques, et que ce sont eux qui font la politique. Mais la politique n'est pas réductible à cet exercice particulier du pouvoir politique, par le discours, la démagogie, la force, la rhétorique, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Non, la politique, c'est l'affaire des citoyens, puisque quand vous devenez citoyen, vous devenez l'incarnation justement de cet homme qui est politique. En tout cas, c'est le sens du mot. Alors, quelles sont les conséquences de cette idée-là ? Les conséquences, c'est que, pour Rousseau, le pouvoir politique légitime, vous l'aurez compris, et là, on est pour le coup, il n'est pas d'accord avec Platon, il est démocratique. Mais cette démocratie, c'est pas n'importe quelle démocratie, c'est pas n'importe quoi. En fait, quand le pouvoir politique s'exerce, qu'est-ce qu'il fait ? Il édicte des lois. Il met en place des lois. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes en démocratie, vous devez mettre en place des lois. Mais il y a un problème avec la loi. Le problème, c'est que la loi, c'est quelque chose qui limite les libertés individuelles. Elle limite la liberté, la loi. Bon, c'est assez logique. Or, et ça c'est un autre postulat du contrat social, Rousseau remarque que c'est la première phrase, du contrat social. Je cite, l'homme est né libre, et partout, il est dans les fers. Donc il y a quelque chose de bizarre. C'est vrai que l'homme, à sa naissance, est libre, et partout où vous le voyez, il est dans les fers, c'est-à-dire qu'il est enferré, il est enchaîné. Donc il n'est pas libre. Pour retrouver cette espèce de liberté première, en fait, qui surgit, qui s'exprime à l'état de nature, il faut passer, selon Rousseau, par justement un système politique qui est le contrat social et qui serait fondamentalement démocratique. Mais il y a là quelque chose de contradictoire.
puisque la loi, précisément dans l'instauration du contrat social qui implique l'instauration aussi de l'état de droit, limite cette liberté première, puisque cette liberté première conduit à la lutte de tous contre tous, puis à l'expression du droit du plus fort. Donc il faut la limiter. Mais alors, il y a quelque chose là de contradictoire. Comment est-ce qu'on concilie la mise en place de l'état de droit par le contrat social et la démocratie avec la liberté? Eh bien, vous savez, c'est l'idée de Rousseau selon laquelle seule la loi que l'on s'est soi-même prescrit est liberté. En fait, dès lors que l'on obéit uniquement à la loi que nous avons nous-mêmes décidée, alors là, nous sommes libres, puisque c'est nous qui avons décidé librement de mettre en place cette loi. Et pourquoi avons-nous décidé de mettre librement en place cette loi? Parce qu'on a jugé que c'était nécessaire afin que chacun puisse vivre correctement dans la société, que chacun puisse vivre, pour commencer, en sécurité. Mais vous voyez bien que la sécurité n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est la liberté. La sécurité, c'est le moyen d'exprimer la liberté dans ce cadre-là. C'est pas le contraire. Mais alors, comment on fait concrètement, maintenant, pour faire en sorte que la loi qu'on se prescrit soit l'expression de la liberté, et pas autre chose? Le seul moyen pour que cela fonctionne, il faut que ce soit les citoyens eux-mêmes qui décident de la loi. Si c'est quelqu'un d'autre que les citoyens qui décident de la loi, alors, eh bien, la liberté, elle est sérieusement menacée, puisqu'il est possible que la loi qui sera prescrite ne sera pas l'expression de celle des citoyens. Bon, de ce point de vue-là, le seul mode de démocratie qui est légitime pour Rousseau, eh bien, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire une démocratie dans laquelle les citoyens font directement la loi. C'est comme si, je ne sais pas, bon là vous n'êtes pas encore citoyen, mais vous l'êtes, mais vous n'avez pas encore le droit de vote. C'est comme si vos parents, au lieu d'aller voter tous les 5 ans pour un président, rédigeaient eux-mêmes les lois. Alors à cet égard, Rousseau remarque qu'il y a des limites à ce système-là. Et la première limite, c'est que c'est tout simplement impossible. On comprend bien qu'en plus, plus l'État est grand, plus la société est importante en population, plus ce type de fonctionnement est difficile, voire impossible. Bon, alors, quelle solution? Parce que, en plus des problèmes démographiques, on a d'autres problèmes. Rousseau remarque que, idéalement, effectivement, il faudrait que la société, que le corps social, légifère, fasse la loi. Mais Rousseau considère que c'est impossible. Il y a cette phrase connue dans le troisième livre du contrat social qui dit que voilà, seul un peuple de Dieu pourrait se gouverner démocratiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Que veut dire Rousseau? Eh bien, il y a un problème parce que, en fait, le peuple peut exprimer une volonté générale, la société peut exprimer une volonté générale, mais cette volonté générale entre en contradiction avec les volontés particulières. C'est particulier. Alors, ça peut paraître bizarre, ça, parce que normalement, la volonté générale et les volontés particulières devraient concorder, puisque la volonté générale, c'est censé être l'agrégation des volontés particulières. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que la volonté générale porte sur des grandes directions politiques et sociales. Par exemple, on pourrait être à peu près certain que tout le monde dans le monde est d'accord pour dire que ce serait mieux si dans le monde il y avait moins de pauvreté. Je pense que tout le monde, vraiment, ce serait bizarre que quelqu'un ne soit pas d'accord avec ça. À peu près tout le monde devrait penser que c'est mieux si le réchauffement climatique pouvait, sinon s'arrêter, au moins ralentir. À peu près tout le monde. Ainsi, la volonté générale irait, par exemple, dans le sens de la réduction de la pauvreté, ou dans le sens de la réduction, ou du ralentissement, ou de l'anéantissement, si possible, du réchauffement climatique. Bon. Mais maintenant, qu'en est-il des volontés particulières? Eh bien, pour la question, par exemple, du réchauffement climatique, qui est assez clivante finalement, c'est assez facile de donner des exemples et des contre-exemples. Si le corps social en général, les gens, je ne sais pas, qui travaillent, ou les gens qui travaillent pour vivre, les gens ordinaires, dirons-nous, eh bien, ces gens-là, seraient d'accord pour mettre en place des mesures en vue de diminuer le réchauffement climatique, les industriels, eux, ils ne seraient pas forcément d'accord, parce que leurs volontés, leurs intérêts particuliers ne vont pas dans le sens des lois qu'il faudrait mettre en place pour réduire le réchauffement climatique. Puisque pour réduire le réchauffement climatique, il faudrait revoir de fond en comble le mode de production. Bon. Alors, vous voyez qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que ces industriels qui sont sans doute fondamentalement d'accord avec l'idée selon laquelle il faut faire attention au réchauffement climatique,
à cause des conséquences catastrophiques que cela peut avoir, ne seraient pas d'accord pour mettre en place les lois particulières qui permettraient de lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y aurait un conflit comme ça entre leur volonté politique et ce qu'il faut mettre en place pour que cette volonté politique s'exprime. Alors, pour empêcher justement ce type de conflit qui rendrait impossible la mise en place de toute loi, Rousseau envisage de mettre en place un législateur. Donc, le législateur, c'est celui qui légifère, c'est celui qui fait la loi. En France, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, le législateur. Donc le législateur, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne, un groupe de personnes, donc un gouvernement. Ça peut être une assemblée de personnes élues ou tirées au sort. Ça n'a pas d'importance. Tant qu'il accomplit ce qu'on attend de lui. Et ce législateur, sa fonction, ce serait de mettre en place des lois particulières qui vont dans le sens de la volonté générale. Donc le législateur est censé être désintéressé. Alors, évidemment, on comprend que, à partir de là, on a un nouveau problème. On comprend qu'il est nécessaire que le corps social puisse contrôler le législateur. Parce que le législateur, il n'est pas composé d'hommes complètement neutres. Il peut être composé de personnes qui ont intérêt à faire voter des lois pour eux ou pour leurs petits copains dans une direction ou dans une autre. Et ainsi, on retrouve le conflit entre la volonté particulière et la volonté générale. Donc pour empêcher que ce conflit apparaisse, il est nécessaire de contrôler le législateur. Alors, on peut imaginer tout un tas de modalités qui permettent de le contrôler. Si le législateur, par exemple, met en place des lois qui manifestement ne vont pas dans le sens de la volonté générale, ou manifestement servent les intérêts sans abonder dans le sens de la volonté générale, bien sûr, de telle ou telle caste ou de telle ou telle classe, eh bien, le législateur devrait être interdit d'exercer son pouvoir, par exemple. On peut imaginer tout un tas de garde-fous qui permettraient la mise en place de ce type de régime politique. Et dans ce cas-là, si on arrive à contrôler le législateur, on réalise la démocratie. Parce qu'on réalise ce que veut à l'unanimité, et non pas à la majorité, il n'est pas question de majorité chez Rousseau, c'est à l'unanimité, ce que veut à l'unanimité la volonté générale. Le risque, là encore, et ça Rousseau le remarque dans le 3e livre du Contrat social, c'est que le gouvernement usurpe au peuple sa souveraineté. C'est-à-dire que dans ce régime-là, tel qu'il est décrit par le contrat social, donc qui est le régime légitime de l'exercice du pouvoir politique, c'est le peuple qui est souverain, parce que c'est la volonté générale du peuple qui décide de la direction de la politique. Donc le peuple est souverain, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de l'orientation de la loi. Mais là encore, il faut se méfier, le gouvernement qui est distinct du peuple, qui a la fonction de légiférer, ce gouvernement, donc non seulement de légiférer, mais d'exécuter la loi, bien sûr. Donc il est à la fois, il y a le législateur qui décide de la loi, puis le gouvernement qui exécute la loi. Il faut faire attention que ce gouvernement n'usurpe pas au peuple sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il ne décide pas de mettre en place des lois qui, là encore, soient contraires à la volonté générale. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ferait ça, après tout ? Pourquoi est-ce que le gouvernement utiliserait son pouvoir pour mettre en place des lois qui iraient contre la volonté générale? Il n'a aucune raison de faire ça. Et puis surtout, on devrait pouvoir le contrôler. Parce qu'on on comprendrait qu'il y a des raisons de faire ça. Bien, plongez-vous dans la vie politique telle qu'elle existe actuellement et vous comprendrez que ce dont parle Rousseau, même s'il en parle au XVIIIe siècle, le contrat social c'était écrit et publié en 1762, c'est quelque chose de particulièrement actuel. C'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui. Prenons l'exemple de notre pays. En France, vous avez des institutions qui sont en place, sous la Ve République, avec donc une constitution qui donne les grandes règles de loi que l'on ne peut pas, que l'on doit suivre. Puis vous avez un président qui est élu et une assemblée avec des députés qui sont eux-mêmes élus. Alors je ne parle pas des sénateurs parce que les sénateurs sont élus par des élus. Donc une assemblée législative qui est élue par le peuple et normalement donc pour le peuple. Et demandez-vous si les décisions qui sont prises par cette assemblée sont en adéquation avec la volonté générale. Et là, vous pourrez vous demander si justement la souveraineté populaire, dans un régime comme la Ve République, n'est pas complètement usurpée par le gouvernement. Voilà. Donc, on comprend bien que ces questions-là sont particulièrement actuelles. C'est un peu technique tout ça, c'est un peu technique. Mais une fois qu'on a bien compris le raisonnement de Rousseau,
on est vraiment, je crois, en mesure de penser la politique. Voilà. Donc vous allez pouvoir noter, et comme ça vous pourrez, en relisant votre cours, penser librement la politique chez vous. Donc on va noter tout le raisonnement pour que vous l'ayez bien ancré dans votre esprit et pensez que le jour de votre devoir écrit, vous devrez mobiliser les arguments, vous devez tout expliquer, enfin tant que c'est pertinent bien sûr. Donc vous devez rétablir les raisonnements un peu comme on l'a fait ici. Bon, alors c'est parti, on y va. Dans du contrat social, ou dans le contrat social, bon, le titre c'est du contrat social, dans du contrat social, Rousseau questionne les conditions de légitimité de l'exercice du pouvoir par l'État. Rousseau questionne les conditions de légitimité de l'exercice du pouvoir par l'État. Point. Son raisonnement repose sur deux postulats. Deux points. Son raisonnement repose sur deux postulats. Deux points. Alors, un petit temps. Hein. Alors, petit temps pour le premier postulat. La liberté est un droit naturel, virgule. La liberté est un droit naturel, virgule. Et petit 2, le droit du plus fort est illégitime. Le mieux, c'est que même pour petit 1 et petit 2, vous les mettiez comme ça. C'est comme ça qu'on l'écrit maintenant dans les revues académiques de philosophie. Donc petit 1 entre parenthèses, petit 2 entre parenthèses. Alors vous allez à la ligne, et donc vous notez votre petit 1 entre parenthèses. Petit 1 est affirmé. Oui, petit 1, oui. C'est une hypothèse, petit 1. Petit 1, la liberté, c'est un droit naturel. Ouais. En fait, si vous voulez, arrêtez d'écrire. Tout raisonnement logique repose sur des hypothèses. Hypothèse, déduction, conclusion. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en philosophie. Souvent, et c'est un peu une hérésie, on associe la philosophie aux matières littéraires. Les philosophes n'ont rien d'homme de lettres, hein, croyez-moi. Hein, s'il y a bien une chose qui déserte l'esprit de beaucoup de philosophes, c'est l'imagination. Hein, donc, enfin, en tout cas, l'imagination au sens de la littérature. Je n'ai pas envie de me faire emplafonner pour avoir dit ça. Bon. Donc oui, en fait, le raisonnement philosophique est beaucoup plus proche du raisonnement logique ou mathématique, si vous voulez. C'est vraiment logique. Donc, on a deux hypothèses ici, petit 1, petit 2. On va voir comment on justifie ces hypothèses, et puis ensuite, en fonction de la validité de ces hypothèses, on verra comment le raisonnement se déploie. Alors, on ne l'a pas fait pour Platon, par exemple, puisqu'on sait déjà que l'hypothèse est très discutable, c'est-à-dire que Dieu existe. Mais là, les hypothèses sont discutables, mais aussi sont vérifiables. Alors, à la ligne, donc petit 1 est exprimé ou énoncé dès le début du contrat social. Petit 1 est exprimé, affirmé, énoncé dès le début du contrat social. Point. Rousseau affirme en effet, deux points ouvrez les guillemets, c'est la première phrase du contrat social. Si vous ne devez lire qu'un seul livre de philosophie dans votre vie, lisez celui-là. Donc ouvrez les guillemets. L'homme est né libre. L'homme est né libre. Et partout, il est dans les fers. Fermez les guillemets. Point.
L-E-S, espace F-E-R-S. Les fers. Dans des fers, des fers, des enchaînés. Des chaînes, en fait. La traduction en anglais le rend Everywhere he is in chain. Mais bon, Rousseau écrivait en français, donc. Oui, excusez-moi. Donc, partout, il est dans les fers. Donc, point. À la liberté naturelle de l'homme. Virgule. À la liberté naturelle de l'homme, virgule. Qui s'exprime à l'état de nature. Qui s'exprime à l'état de nature, virgule. S'oppose fréquemment le pouvoir répressif et coercitif s'oppose fréquemment le pouvoir répressif et coercitif de l'État. Point. Or, rien ne garantit que cet État, préserve les libertés individuelles. Point. Rousseau recherche un mode de gouvernement qui permettrait leur préservation. Bon, là on a posé les bonnes bases du raisonnement. À la ligne. On va discuter petit 2 maintenant. Ouais. Donc avec petit 2, Rousseau discute de la légitimité du droit du plus fort. Avec petit 2, Rousseau discute de la légitimité du droit du plus fort. Point. Excusez-moi. Sa réflexion s'oppose aux idées de Hobbes dans le Léviathan. On va faire un petit détour pour comprendre. Sa réflexion s'oppose aux idées de Hobbes dans le Léviathan. Ah donc voilà, c'est un siècle plus tôt le Léviathan. Hein. 1762 pour le contrat social, 1651 pour le Léviathan. C'est pas très important de savoir ça, mais ça vous permet de bien situer l'époque aussi. Alors, point. Hobbes remarque qu'à l'état de nature, les êtres humains, vous pouvez marquer les hommes, c'est plus court. Hobbes remarque qu'à l'état de nature, les hommes luttent pour leur survie.
Je dis toujours êtres humains parce que c'est plus neutre. Hobbes remarque qu'à l'état de nature, les hommes luttent pour leur survie. Point. Non, 2 points, pardon. C'est la guerre de tous contre tous. C'est la guerre de tous contre tous. Point. Cet état a des conséquences déplorables. Virgule. Puisqu'en plus de laisser libre cours à la violence la plus arbitraire, puisqu'en plus de laisser libre cours à la violence la plus arbitraire, puisqu'en plus de laisser libre cours à la violence la plus arbitraire, virgule, il précarise les conditions d'existence. Point. Au lieu de s'organiser pour mieux vivre, les hommes sont trop occupés à survivre. Au lieu de s'organiser pour mieux vivre, les hommes sont trop occupés à survivre. Point. Hobbes suggère alors d'instaurer un état civil, qui inspirerait la crainte afin de garantir la sécurité. Point. Chacun abandonne son droit à se gouverner lui-même. Chacun abandonne son droit à se gouverner lui-même. À la condition que tous les autres le fassent aussi. À la ligne. Rousseau considère que l'état hobbésien, donc vous écrivez Hobbes et puis vous rajoutez IEN, Rousseau considère que l'état hobbésien échoue à représenter le peuple. Échoue à représenter le peuple. Point. Le Léviathan
ouvre en effet les portes à toutes sortes de pouvoirs tyranniques. Le Léviathan ouvre en effet les portes à toutes sortes de pouvoirs tyranniques, reposant sur la force. Point. On est presque, on n'a pas beaucoup écrit là. On est presque au bout. On a écrit à peu près la moitié. Ok, c'est bon. Alors, point. On fera une petite pause là. Ça sonne dans 10 minutes et on fait une pause. Peut-être dans 10 minutes, on aura fini de dicter sur Rousseau. Ce serait bien. Comme ça, on passera à Montesquieu, c'est plus rapide. Parce que je connais moins. Surtout, ça m'intéresse moins. Mais ce qu'on verra quand même, sur Montesquieu est quand même très important. Mais bon, bref. Donc, point, alors on y va, on continue. Or c'est OR, hein. C'est pas HORS. Quand vous mettez un H à OR, c'est-à-dire que vous allez dehors. Je vous assure que quand les élèves écrivent OR, HORS dans les copies, ça pique les yeux. C'est un point de moins à chaque fois quasiment. Hein. Vous vous sentez persécuté quand vous lisez ça. OR, HORS. OR, OR. Bon, excusez-moi. Or, le droit du plus fort, selon Rousseau, n'a rien de nécessaire. De point. Or, le droit du plus fort n'a rien de nécessaire. De point. Il dépend de l'expression contingente d'une certaine force. Il dépend de l'expression contingente d'une certaine force. Point. Cette force peut d'ailleurs à tout moment être renversée par plus fort qu'elle. Voilà, vous êtes... Point. Par conséquent, la force n'est pas légitime. Par conséquent, la force n'est pas légitime pour gouverner. Point. À ce titre, Rousseau affirme que, ouvrez les guillemets, je vous donne la phrase dans le texte, c'est livre 1, chapitre 3 du contrat social. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Virgule. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, virgule. S'il ne transforme sa force en droit, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir.
Puis là, vous mettez des petits crochets avec des petits points de suspension. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, là vous mettez des crochets avec des petits points de suspension. S'il faut obéir par force, on n'a plus besoin, pardon, on n'a pas besoin. S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir, virgule. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. Point. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. Point. Fermez les guillemets. Oui. Oui, à partir d'où? À partir de si l'on est plus forcé d'obéir. Alors, si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. Fermez les guillemets. Point. Fermez les guillemets. Donc, de ce fait, la loi du plus fort n'est pas légitime. Pas légitime. Point à la ligne, on va poser une question. On va même pas poser de question, on va donner le raisonnement directement. Par conséquent, seul est légitime un État qui ne règne pas par la force, donc petit 2, hein, qui ne règne pas par la force, et qui garantit les libertés. C'est le petit 1, ça. Donc là, on a déjà le début. Il nous faut la fin. Point. Comment un tel état peut-il exister? Point d'interrogation. À la ligne. Pour que petit 1 et petit 2 soient respectés, et ça nous fait gagner du temps d'écrire 1 et 2. Pour que 1 et 2 soient respectés, il faut que le corps social soit souverain. Il faut que le corps social soit souverain. Point. Et pour que ce corps social existe, il faut que les hommes renoncent à leur liberté naturelle, renoncent à leur liberté naturelle et s'aliènent pour devenir des citoyens. Ouvrez la parenthèse. S'aliènent pour devenir des citoyens, ouvrez la parenthèse.
littéralement des hommes politiques. Fermez la parenthèse. Point. Ainsi, c'est aux citoyens qu'il revient de faire librement la loi. Virgule. De sorte qu'ils y obéissent tout aussi librement. De sorte qu'ils y obéissent tout aussi librement. Et on va noter une dernière phrase, et après on va faire une petite pause. Point. Rousseau remarque à ce titre que, ouvrez les guillemets, c'est toujours le contrat social, hein. L'obéissance à la loi qu'on sait prescrite, l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est liberté. Fermez les guillemets. Allez, petite pause de 5 minutes. Et oui. C'est qu'on sait prescrire. C'est S''ST, prescrite. Verbe pronominal. On sait prescrite et liberté, fermez les guillemets. Voilà, on continuera, on a presque fini avec Rousseau, et après on fera un truc un peu plus light. C'est quoi la dernière phrase? Pas du tout. Ok, donc on s'est quitté avec Rousseau, enfin quitté, il n'y a pas très longtemps, sur l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite qui est liberté. Bon, alors, point. De ce fait, le seul régime politique légitime, est la démocratie directe. De ce fait, le seul régime politique légitime est la démocratie directe. Rousseau, pour info, vous pouvez aller voir sa tombe au Panthéon. Ils l'ont enterré en face de Voltaire. Ils se détestaient. Ok, donc c'est la démocratie directe. Point. À la ligne. Malheureusement, il est difficile, voire impossible, que les hommes légifèrent directement. Que les hommes légifèrent directement. Point. Ouvrez les guillemets. S'il y avait un peuple de Dieu, virgule, il se gouvernerait démocratiquement. Fermez les guillemets. Dit Rousseau. Point. Mais à cause des conflits, qui opposent, la volonté générale aux
volonté particulière, mais à cause des conflits qui opposent la volonté générale aux volontés particulières, un tel gouvernement est impossible aux hommes. Et pensez que homme, c'est un H minuscule. Un tel gouvernement est impossible aux hommes. On va expliquer pourquoi. Point. La volonté générale exprime les orientations politiques principales. La volonté générale exprime les orientations politiques principales. Point. Pour la réaliser, il faut instaurer des lois. Point. Pour la réaliser, il faut instaurer des lois. Point. Or, ces lois peuvent entrer en contradiction avec les intérêts particuliers. Or, ces lois peuvent entrer en contradiction avec les intérêts particuliers d'une partie du corps social. Or, ces lois peuvent entrer en contradiction avec les intérêts particuliers d'une partie du corps social. Logique. Point. Ainsi, certains individus, ne voudront pas édicter ces lois. Point. Par conséquent, et on arrive à la conclusion du raisonnement, puisque la phrase commence par conséquent. Par conséquent, le législateur doit être distinct du peuple souverain. Par conséquent, le législateur doit être distinct du peuple souverain. Point. Sa mission est d'édicter des lois qui réalisent ou qui actualisent, qui réalisent la volonté générale. Point. Oui. Oui. Par conséquent, il a pour mission, donc le législateur, d'édicter des lois qui réalisent la volonté générale. C'est bon ? Point. Il a donc un devoir de neutralité. Point virgule. Et pour que la neutralité
soit assuré il faut qu'il soit contrôlé. Point. Rousseau craint en effet que le gouvernement, virgule, Rousseau craint en effet que le gouvernement, virgule, grâce au pouvoir dont il dispose, donc Rousseau craint en effet que le gouvernement, virgule, grâce au pouvoir dont il dispose, virgule, usurpe au peuple sa souveraineté. Usurpe au peuple sa souveraineté. Point, et vous arrêtez d'écrire. Ouais, en vrai, c'est quand même hyper limpide et hyper convaincant. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous dire qu'à chaque fois qu'un gouvernement usurpe au peuple sa souveraineté, il n'est pas légitime dans l'exercice de son pouvoir. Ce qui veut dire que concrètement, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui sont légitimes à exercer leur pouvoir politique. Rousseau d'ailleurs, je vous le dis parce que, bon, ça vous n'avez pas noté, mais Rousseau donne un exemple concret. Rousseau en fait prend l'exemple de la Grande-Bretagne, et il dit voilà, regardez les Anglais, bon, ils font une espèce de révolution en douceur, là, et oui, donc ils fabriquent une espèce de monarchie parlementaire, dans laquelle il y a des monarques d'une part, et d'autre part un parlement qui est élu par le peuple ou par un certain nombre de personnes, voilà, qui décident librement d'élire leurs représentants. Et Rousseau, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le peuple anglais a l'illusion d'être libre. Parce que le peuple anglais n'est pas souverain. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas d'élire des députés ou des représentants pour être libre. Voyez ? C'est plus compliqué que ça, la liberté. Et donc, Rousseau prend un exemple qui lui est contemporain, qui est l'exemple de l'Angleterre. On peut se demander si cet exemple ne traverse pas mal de régimes politiques qui existent aujourd'hui. Cette pensée est quand même extrêmement puissante, si vous voulez. C'est incroyablement puissant, et ça permet vraiment de penser la politique de manière très éclairée. Et normalement, si vous lisez le bulletin officiel du programme de philosophie, c'est à ça qu'est censé vous permettre le programme de philosophie. On est censé fabriquer, je vous le rappelle, des petits citoyens. Oui, c'est d'ailleurs même bizarre, si on se pose des réflexions très très rudimentaires, que ces idées-là ne vous soient pas exposées avant n'importe quel cours de MC. Comment voulez-vous faire de l'éducation morale et civique sans même comprendre ce que c'est que l'objet de la politique et du civisme, sans même comprendre ce que c'est que la légitimité d'un pouvoir politique? Vous voyez, c'est difficile de ne pas rester à la surface des choses quand on ne va jamais d'abord au fond des choses, par définition. Donc il y a une espèce de mécanisme bizarre qui fait qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, si vous voulez. Alors il y a plus que des bœufs, quoi. Bon. Ok. Donc voilà pour Rousseau. L'idée que la charrue doit être quand même guidée un minimum pour qu'on sache où on va. Maintenant, je vais faire un petit passage sur une notion développée par Montesquieu. Dans De l'esprit des lois. Alors, je suis désolé, je vais m'asseoir parce que vraiment mal de chien. Oui, alors, c'est une idée qui est assez commune, pareil, et banale, et que vous connaissez déjà. Allez, je vais vous poser la question. Pour une fois, le cours sera un peu moins magistral. Quelle est l'idée principale que vous connaissez sans doute, que vous avez vue en cours d'histoire sans doute, ou en cours de MC, ou
Je ne sais pas, enfin que Montesquieu avance dans l'esprit des lois. L'idée fondamentale. Vous connaissez cette idée, c'est sûr que vous la connaissez. Vous la connaissez, je sais que vous la connaissez. Nécessairement. Vous ne pouvez pas être arrivé jusqu'ici sans avoir entendu parler de ça. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que si on ne vous savez pas que c'est Montesquieu, ça veut dire qu'on ne vous a pas dit que c'était Montesquieu. Vous dites? Bon, alors vous ne savez pas, bon, tant pis, peut-être que vous savez, vous n'osez pas le dire. Cette idée, c'est l'idée de la séparation des pouvoirs. Ben oui, c'est Montesquieu. Donc, 3 pouvoirs. Exécutif, législatif et le 3e, tu l'as dit, le pouvoir judiciaire. Alors, j'aime toujours faire ce passage-là parce que je le trouve assez marrant aussi. Je vous explique. Bon, le pouvoir exécutif, c'est celui qui, à force d'exécution de la loi. Le pouvoir législatif, on l'a compris, c'est celui qui légifère, donc qui fait la loi. Et le pouvoir judiciaire, ben, c'est celui qui rend justice. Et ça peut paraître trivial, dit comme ça, mais il semble nécessaire que ces pouvoirs soient séparés. Pourquoi? Parce que, du moins dans une perspective rousseauiste, mais Rousseau ne lui parle pas de ça. Hein. Mais disons que si on veut, faisons l'hypothèse que nous avons envie de vivre dans une démocratie, si on veut vivre dans une démocratie, il est indispensable que ces pouvoirs soient séparés. Il ne faut pas qu'ils soient entremêlés, entrelacés. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, imaginons que l'exécutif et le législatif ne soient pas séparés. C'est-à-dire qu'il y a une perméabilité telle entre les deux que l'un est un grand pouvoir sur l'autre, un pouvoir d'influencer l'autre. Imaginez par exemple que le législatif décide de certaines orientations au niveau de la loi. Par exemple, le gouvernement, qui est incarné par l'exécutif, propose des lois au législatif et le législatif refuse les lois du gouvernement. Normalement, le législatif est censé se plier à la volonté, l'exécutif est censé se plier à la volonté du législatif, puisque sa fonction n'est autre que exécuter les lois qui sont proposées par le législatif. Mais imaginez que le législatif est un pouvoir qui soit de nature à contraindre... Imaginez que l'exécutif est un pouvoir qui soit de nature à contraindre le législatif, donc le législateur, à, contre sa volonté, rédiger la loi qui est proposée par l'exécutif. Donnons un exemple concret. Imaginez un Premier ministre. On va l'appeler MV. Voilà. Toute ressemblance à quelqu'un de connu est bien sûr parfaitement fortuite. MV, avec son gouvernement, fait une proposition d'une loi au législatif, qu'on pourrait appeler par exemple la loi travail. Bon. J'ai dit ça au hasard. Et imaginons que le législatif menace de ne pas voter cette loi. Alors MV peut recourir à un article de la Constitution qui est le 49.3, qui permet, contre le législatif, de faire quand même passer une loi par l'exécutif. Il faut comprendre que ce processus est profondément antidémocratique. Le législatif, c'est l'assemblée des députés qui est élue par le peuple, et donc normalement pour le peuple dans une démocratie. Si vous avez 3 ou 4 personnes qui, à la tête de l'État, peuvent décider de balayer d'un revers de la main la volonté du législatif grâce à un article de la Constitution, vous n'êtes plus, de facto, vous n'êtes plus en démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Ça porte un nom en philosophie, ça s'appelle une tyrannie. Bon. Alors vous me direz, mais alors qu'est-ce que... On va faire un peu d'histoire du droit pour que vous compreniez, enfin moi pour le peu que j'en sais. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Parce que c'est vrai que cette histoire de 49.3, ça a fait pas mal hurler. Alors il faut se demander pourquoi est-ce que le 49.3 existait. En fait, le 49.3, c'est un article qui a été pondu par De Gaulle dans la Constitution de la Ve République, parce que le régime qui précédait la Ve République, je ne sais pas si on vous a fait ça en cours d'histoire, c'était la 4e République. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Et la caractéristique de la 4e République, c'est que c'était un régime parlementaire très instable. En fait, il n'y avait jamais de majorité dans les parlements de la 4e République.
Les gouvernements, par conséquent, étaient sans arrêt renversés. Vous aviez des gouvernements qui ne duraient pas plus d'une semaine, parfois. Et donc, il était impossible, dans cette cacophonie, de légiférer. Et De Gaulle, il avait peur d'une chose, il avait peur qu'une fois qu'on instaure la Ve République, quand le Parlement serait élu, qu'on retombe dans les mêmes problèmes que la Quatrième République, c'est-à-dire que les députés ne se mettent jamais d'accord entre eux. Et donc, l'idée du 49.3, c'était de se dire, ok, si les débats s'éternisent ad vitam aeternam à l'Assemblée, c'est-à-dire si on n'arrive jamais à légiférer, il faudra que l'exécutif décide un moment de mettre un terme aux discussions. Et ce qui lui permettrait de trancher par le 49.3. Cela fait peser une espèce de menace au-dessus du législatif qui devient obligé en quelque sorte de décider. En fait, ça oblige cet article, en quelque sorte, aux députés qui sont en désaccord de se mettre d'accord. Sinon, ils ont la menace du 49.3. En ce sens, on peut discuter de la légitimité de cet article. Mais en ce sens, en tout cas, il a une certaine légitimité, du moins, même si on n'est pas d'accord, ça se défend. Bon. Sauf que l'utilisation qui a été faite par exemple, qui aurait pu être faite par MV, elle ne s'inscrit pas du tout dans cette démarche-là. Pour la loi travail, par exemple, dans notre exemple, là, bien sûr, hein, le législatif était contre la loi. Donc il y avait une prise de position qui était nette, claire du législatif. Vous aviez des députés d'un parti qu'on pourrait appeler par exemple, je sais pas, PS, et ces députés-là, qui étaient du même bord que MV, ne voulaient pas voter la loi travail. On le savait. Donc la loi travail n'allait pas passer. Le 49.3, là, il n'a pas servi à mettre un terme à des débats indéfinis, comme ça aurait pu arriver pendant la 4ème République. Non, il a servi à faire passer une loi contre la volonté des représentants du peuple. Donc c'est pas du tout la même utilisation, là. C'est pas du tout la même fonction. On ne fait pas du tout la même chose. Là, on peut se demander, même bon, c'est constitutionnel, mais c'est limite, si vous voulez. Alors, en plus, l'utilisation du 49.3, elle est aujourd'hui d'autant plus, on va dire, abjecte, qu'il se passe quelque chose que peut-être De Gaulle n'avait pas prévu, je ne sais pas. Aujourd'hui, comme les députés sont élus dans la foulée du président, vous savez, on a notamment réduit le mandat présidentiel à 5 ans pour faire en sorte que les députés soient élus en même temps que les présidents en France. Les gouvernements bénéficient d'une chose qu'on appelle le fait majoritaire. Et le fait majoritaire, on peut se demander aussi, alors c'est pas nécessaire non plus, mais on peut se demander si c'est pas une forme de déni de démocratie. C'est quoi le fait majoritaire? C'est quand vous avez dans l'Assemblée générale une majorité de députés qui appartiennent à un parti. Vous comprenez bien que si les lois sont votées à la majorité, et si les députés s'alignent systématiquement sur le gouvernement, alors les discussions à l'Assemblée ne servent plus à rien. Ne servent plus à rien d'ailleurs, je ne sais plus parler, ne servent plus à rien. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles ne servent plus à rien? Parce que l'Assemblée, le législatif, ne fait que voter, comme ça, aveuglément, les lois qui viennent de l'exécutif. Il y avait eu, je vais donner un exemple qui est issu du début du règne, on va dire, de la République En Marche, enfin de l'élection de la République En Marche, pardon, qui était assez amusant. Vous avez des députés LREM qui, dans une séance tardive à l'Assemblée nationale, devaient voter des amendements ou ne pas voter des amendements. Et puis à un moment, il y en a un qui, comme ça, a levé la main, ou je crois s'est étiré, enfin il n'a pas fait exprès, et tous les autres ont levé la main en pensant qu'il fallait voter, alors que c'était contre la volonté du gouvernement. Donc les mecs, ils ont voté au hasard, quoi. On leur a dit non, mais c'est pas ça qu'il faut voter, il faut voter quoi? Qu'est-ce que je dois voter? Dites-moi ce que je dois voter, dites-moi ce que je dois penser, dites-moi ce que je dois faire. Vous voyez, donc en fait, là, on voit bien que la démocratie est clairement menacée. C'est la raison pour laquelle il est... Bon, alors le fait majoritaire, c'est quelque chose qui est inhérent à la Ve République, malheureusement, et surtout à la manière dont sont construites les élections. Mais on voit bien que si l'exécutif empiète sur le législatif, le législatif ne sert plus à rien. Il n'y a plus personne qui légifère, en fait. Il y a quelques personnes qui décident. Ça, c'est une tyrannie. Enfin, vraiment, c'est pas forcément une tyrannie très très dure, très très difficile à supporter, je ne sais pas, on pourrait dire une tyrannie douce, si vous voulez, mais c'est une tyrannie. Nécessité. Imaginez maintenant que, je ne sais pas, l'exécutif et le judiciaire ne soient pas imperméables. Prenons l'exemple d'un certain MV. Encore lui. On va l'appeler comme ça parce que comme ça on évite de nommer plusieurs personnes. Imaginez que, je ne sais pas, vous ayez un humoriste un petit peu, comment dire,
qui donne lieu, enfin qui donne naissance à certaines polémiques, parce que cet humoriste tient dans ses spectacles un discours politique à l'éthique très discutable. On va l'appeler D, cet humoriste. Et imaginez que cet humoriste va donner un spectacle dans une ville comme Nantes, par exemple. Voilà. Il donne un spectacle à Nantes. Là, vous avez MV qui véhicule un message dans les masses médias très fort en incitant tous les maires de toutes les villes à interdire les spectacles de D. Bon. D porte plainte contre la mairie de Nantes. La justice, le pouvoir judiciaire, rend raison à D. Donc D a le droit de donner son spectacle. La veille du spectacle, MV saisit le Conseil d'État et, comme ça, d'un coup de baguette magique, fait annuler le spectacle de D. Le Conseil d'État rend une décision en moins de 2 jours, non, en moins de 2 heures d'ailleurs, je crois, ça a été très rapide, et fait annuler le spectacle de D. Alors vous allez me dire, ok, c'est pas grave, de toute façon D, on sait bien qu'il a des tendances politiques un peu douteuses, c'est pas plus mal comme ça dans les faits que son spectacle soit annulé, vous pourrez me dire tout ce que vous voudrez. Mais c'est quand même très grave. Parce que là, MV le fait pour D, mais imaginez, je ne sais pas, que vous êtes en procès contre un copain de MV. Voilà. Et, je sais pas, ce copain-là vous demande une dizaine de millions d'euros que vous lui aurez escroqué. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. L'autre produit des faux documents, il monte tout un truc complètement bidon, et puis, voilà que vous partez en justice. Vous arrivez à prouver que qu'il a fabriqué des faux, que les accusations sont infondées, enfin bref, vous êtes innocenté par la justice. Et là, MV intervient pour aider son petit ami, enfin son petit copain, enfin son pote, quoi, voilà. Il intervient pour aider son pote. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le Conseil d'État, il fait annuler votre décision judiciaire, et puis vous vous trouvez condamné. Pas de peau, vous n'avez été pas pote avec MV. Vous voyez bien que le problème qu'on a là, on se croirait à la Rome antique avec Caligula, là, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes pote avec l'empereur, ça va, la justice vous épargnera éventuellement. Sinon, si vous êtes dans le collimateur de l'empereur, la justice, elle vous punit. Donc ça porte un nom en philosophie, ça s'appelle une tyrannie. Donc pour éviter la tyrannie, eh bien, il est indispensable de séparer ces pouvoirs. Il faut que la justice soit complètement indépendante de toutes les influences. Et on sait qu'elle essaie peut-être de l'être, et on sait qu'elle ne l'est pas non plus complètement d'ailleurs. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, il faut qu'elle soit indépendante. Il faut que le législatif ne puisse pas subir non plus d'influence de l'exécutif. Normalement, et même ça se discute, le juge, c'est la voix de la loi. Enfin, c'est l'interprète de la loi. C'est en tout cas ça aussi, ça se discute. C'est en tout cas le point de vue de Montesquieu. C'est l'interprète de la loi. Il y a la loi, il l'interprète, il l'applique. Point, c'est tout. On ne lui demande pas de faire la loi. Le juge ne légifère pas. On sait aujourd'hui que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est l'idée vraiment de Montesquieu. Parce que sinon, il n'y a plus d'indépendance des pouvoirs. Si le juge commence à légiférer, lui aussi, c'est-à-dire que si le judiciaire prend du pouvoir sur le législatif, on mélange les deux, le juge peut faire ce qu'il veut. Il décide, toi, j'aime pas trop ta tête, donc je vais te condamner. Voilà. Je fais une loi qui dit que les gens qui ont ta tête, c'est-à-dire toi, méritent d'être condamnés. Vous voyez bien, il ne faut pas laisser trop de pouvoir législatif au juge. Il y a des textes de loi, notamment la Constitution, qui empêchent ce genre de dérive. Oui, c'est un truc très important, la séparation des pouvoirs. C'est pas seulement un concept vaseux utilisé comme ça au détour d'un cours d'histoire-géographie ou de MC, quoi. C'est quelque chose de très concret, très important. Et dites-vous que si cette séparation n'est pas respectée, si on commence à gouverner à coup de 49.3 et d'ordonnance, on n'est pas en démocratie. Pensez-y, voilà. Je dis pas que c'est grave, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est un jugement de fait. Si les pouvoirs sont pas séparés, ce n'est pas une démocratie. Donc, après on en fait ce qu'on en veut. Bon. Alors, vous pouvez noter à la ligne. Vous pouvez même sauter une ligne, pour que ce soit plus lisible. Dans De l'esprit des lois, Montesquieu insiste sur la nécessité de séparer les trois pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Point. Cette séparation est censée préserver la société contre la tyrannie. Cette séparation est censée préserver la société contre la tyrannie. Point. En effet, dès lors que l'exécutif se substitue au législatif, virgule, le législateur n'a plus aucun pouvoir. Deux points. Quelques hommes gouvernent selon leurs désirs. Point. De même, si l'exécutif a le pouvoir d'influencer le judiciaire, alors on voit mal comment la justice peut rendre des décisions équitables. Pensez à Mister MV. Enfin, pas le même que sur YouTube, hein, celui qui était à la tête de l'État. Point. Enfin, le juge ne doit pas avoir le pouvoir de légiférer. Virgule. Sinon, ces jugements seraient arbitraires. Vous avez commencé un cours sur la justice avec M. Mougeot d'ailleurs. Sinon, ces jugements seraient arbitraires. Donc ça peut faire écho avec ce que vous avez déjà vu. Bon, en fait, c'est Montesquieu qui dit que les juges sont... bon là, je ne vais pas vous faire noter la citation, mais les juges sont la bouche de la parole de la loi. Alors, bon, évidemment, là, vous arrêtez de noter. Ça, c'est discutable. Ce dernier point est discutable. On sait qu'aujourd'hui, les juges, en fait, participent à la constitution de la loi. On appelle ça la jurisprudence. Par moment, la loi, il y a des manquements dans la loi, il y a des vides dans la loi. Donc, la loi, le juge remplit ces vides en mettant en place... en prenant des décisions qui consistent en des interprétations de la loi, mais qui consistent en des additions à la loi.
Mais ces jurisprudences ne sont valides, bien sûr, qu'à la condition qu'elles respectent l'esprit du droit constitutionnel. C'est-à-dire que la liberté laissée aux juges pour légiférer n'est pas totalement libre, si vous voulez. C'est une liberté pas totalement libre. Enfin, il n'est pas complètement libre de faire ce qu'il veut. C'est marrant, il y a un courant qui aujourd'hui, enfin depuis une trentaine d'années, un peu plus. Oui, on vieillit depuis une cinquantaine d'années, en gros les années 70 avec Gary Becker, qui s'appelle Law and Economics. Law Economics, enfin l'économie, comment traduire ça? L'économie du droit. Bon, enfin, Law Economics. Et en fait, le but de ce courant, c'est justement de supprimer, enfin de donner une totale indépendance au juge dans ses décisions judiciaires. Mais ce qui veut dire une totale indépendance, ça veut dire lui donner une totale indépendance par rapport à la force de la loi qui devrait s'appliquer à lui. Le juge deviendrait une espèce d'arbitre, si vous voulez, dans cette perspective. Et l'arbitrage reposerait sur des calculs purement utilitaristes. Bon. Alors, ça existe déjà plus ou moins ce mode d'arbitrage, notamment dans la justice américaine. Pourquoi, par exemple, un dénommé, on va prendre encore des initiales pour citer personne, un dénommé DSK parvient à se sortir d'une situation inextricable après avoir été sérieusement soupçonné de viol? Eh bien, parce que justement, il existe aux États-Unis des arbitrages qui sont en amont des procès et donc du système judiciaire lui-même, qui permettent aux différentes parties qui sont en désaccord de trouver précisément un accord financier notamment. Voilà. C'est pour ça que Monsieur DSK peut, aux États-Unis, ne pas être condamné pour viol. Même si le viol avait été parfaitement prouvé, il aurait quand même pu s'en échapper, si vous voulez, grâce à ce système d'arbitrage. Bon, ça c'est l'opposé de Montesquieu en fait, parce que évidemment on comprend bien que dans ce cas-là, la justice n'est plus universelle. Enfin, il n'y a plus de justice universelle. La justice n'est plus universelle que dans les procès, mais comme les procès n'ont jamais lieu, quasiment jamais, comprenez bien. Voilà, donc on comprend bien ce que c'est qu'un État légitime en fait. C'est un État démocratique, avec tous les garde-fous qui sont mis en place pour garantir la démocratie. Et la démocratie n'est pas un mot qui est vidé de sa substance, c'est un mot qu'on a rempli justement de sa substance, on a défini ce que c'était que l'État démocratique en fait dans cette partie-là. C'est quand même pas rien, si j'ose dire. Bon, eh bien on peut commencer le grand 2. Le grand 2 sera plus court, hein. Rassurez-vous. Très savant, on n'a pas beaucoup écrit aujourd'hui, on a écrit quoi? 2 pages? Ça, 2 pages, 3 pages. C'est rien. L'autre jour, avec la STMG, on a écrit plus en 1 heure. Vous voyez. Comment? Et il y en a beaucoup qui font, du coup, vous faites quoi? C'est quoi votre spécialité des spécialités humanité-lettres ici? Non? Oui? Vous? D'accord, il y en a 2 quand même. C'est bien. Et les autres, c'est quoi? Sciences et ESES alors? Qui fait SES? Ah oui, c'est vous qui connaissiez pas Adam Smith. Alors, et vous faites SES, vous? Oui. Comment? On connaissait. Ah, maths physique. Ah, oui, du coup, vous avez dit Marx, mais bon, vous êtes excusable. C'est pas si grave. Ah, vous connaissiez? Ah, mais c'est la timidité des élèves, j'ai jamais compris ça. Enfin, honnêtement, je suis pas très intimidant. Et après, vous êtes peut-être intimidé par le contexte de la classe. La peur d'être jugé par les autres. Quelle horreur. Oui, donc, dans la première partie, on a étudié en quelque sorte les modalités idéales qui rendent possible l'exercice d'un pouvoir politique légitime. Maintenant, le problème, c'est que dans les faits, on a une difficulté réelle à mettre en place ce mode idéal de gouvernance politique, si vous voulez. C'est compliqué. Dans les faits, c'est compliqué. En fait, le grand 2, il pourrait même s'appeler dans les faits, c'est compliqué, si vous voulez. C'est l'idée. Dans les faits, il faudrait qu'on fasse autre chose. On sait que concrètement, on n'arrive pas à fonctionner comme le décrivent tous ces grands philosophes qui ont de très belles idées, notamment Rousseau qui a de très 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 belles idées.
Vous voyez comme on l'aime celui-là. Mais dans les faits, c'est quand même compliqué. Donc, vous avez des penseurs, peut-être moins, des philosophes moins idéalistes, qui ont conçu la politique comme quelque chose de très pratique, de très pragmatique en quelque sorte. Alors on ne va pas en voir 10 000, peut-être même qu'on va en voir qu'un seul, mais il faut que je vous le fasse quand même. Donc le grand 2, je vous dis, sera déséquilibré, sera beaucoup plus court que le grand 1, mais on ne pouvait pas faire un cours sur la politique sans en parler. Bon, alors voilà, donc on y va. Dans les faits, il y a des limites qui rendent irréalisable l'expression légitime, pardon, absolument légitime, de l'exercice du pouvoir par l'État. Bon, le titre est un peu long, je sais, mais bon, ça veut dire quelque chose comme ça. Bah allez, je pense que je vais vous donner 2 auteurs, comme ça on sera... Enfin, 1.1, 1.2, par lequel je commence. Est-ce que j'en fais un troisième? On va voir la thèse de Tocqueville, on va voir la thèse de Machiavel, bien sûr. On l'a frappé? Non. J'ai des hallucinations auditives, on dirait. Est-ce que je vous en fais un autre? Non, ce sera déjà bien. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe, merci de me le signaler. Hop là, voilà. Bon, on va commencer, on va faire dans l'ordre chronologique. On va commencer par Machiavel, après on fera Tocqueville. Parce que Tocqueville, ça nous fera une transition avec le grand 3 en plus. Oui, alors je vous dis, on fait Tocqueville, on fait Machiavel, en fait c'est pas ça, on voit leurs idées, on essaie de comprendre leurs arguments. C'est l'idée. 2.1. Le rôle du prince est distinct de celui du philosophe. Oui. C'est quoi le 1.1 de la première version? C'était sur le libéralisme. Alors quel titre j'ai donné exactement? Je vous dis ça, je cherche dans le cahier de texte. Hop. Excusez-moi. Oh, il faut que je me reconnecte à Pronote. Je suis connecté à Pronote. Alors le 1.1, c'est l'État est peu ou pas légitime eu égard aux libertés individuelles, une conception libérale. C'est libéralisme, quoi. L'État n'est pas légitime à exercer le pouvoir. Bon, il nous reste à peine 10 minutes, donc pendant 10 minutes, je vais expliquer, on va pas noter. Voilà, vous avez déjà noté assez pour aujourd'hui. De toute façon, on n'aura pas le temps. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, je crois que je vous en ai déjà parlé, pas à vous. Alice et le maire avec Lucchini. Et donc Lucchini qui joue le rôle du maire de Lyon, un homme politique complètement lessivé par l'exercice de son métier, qui n'en peut plus de la langue de bois, qui fait des discours qui n'ont plus aucun sens, enfin il s'en rend compte lui-même, il en a marre. Alors il embauche à la mairie de Lyon une philosophe, enfin une jeune docteure en philosophie, qui a étudié à Oxford, et qui est censée insuffler des idées philosophiques dans la vie politique de ce vieux maire usé de Lyon. Toute ressemblance là encore avec quelqu'un de réel était sans doute tout à fait fortuite, on imagine. Quoique Lucchini, en réalité, a l'air beaucoup moins usé que le maire actuel de Lyon. Bon, et alors, en fait, on se rend compte que les personnages ont du mal à s'entendre.
Et ce que lui dit le personnage d'Alice, justement, qui est la philosophe recrutée par Lucchini, par le maire de Lyon, c'est historiquement, le prince et le philosophe ont toujours été distincts. C'est-à-dire que le prince, c'est la figure de celui qui gouverne, qui décide, qui applique la loi. Et le philosophe, c'est celui qui pense, qui réfléchit. Et donc, on a une idée comme ça, enfin, il y a une idée qui est commune, enfin, qui est assez communément partagée en philosophie, c'est que le problème du philosophe, c'est que c'est concrètement quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Il a du mal à se dire, bon voilà, ça y est, là, maintenant, j'agis, je fais des choses, j'ai arrêté de réfléchir, je sais que c'est cela que je dois faire. Le philosophe a tendance à se dire, mais peut-être ça se trouve que là, je ne sais pas très assuré ce que je dis, ce que je propose, donc il faut que j'y réfléchisse, et puis je réfléchis tellement que je reste dans l'inertie et je n'agis jamais. Et ça, c'est le problème des personnes qui réfléchissent en général. Les personnes qui réfléchissent beaucoup sont pas souvent dans l'action. Inversement, les personnes qui sont beaucoup dans l'action ne réfléchissent pas forcément beaucoup. Regardez par exemple, je sais pas, The Undertaker. Vous voyez qui c'est, The Undertaker? Tout le monde voit qui c'est. C'est un catcheur, c'est ça. C'est un catcheur qui fait des combos, un peu des trucs de ouf, quoi. Bon, The Undertaker, c'est pas un mec qui est... Bon, The Rock, tout le monde voit qui c'est The Rock. Voilà. C'est un collègue de The Undertaker. Sauf qu'en plus, il fait du cinéma. The Rock, c'est pas... c'est un homme d'action, quoi. On le voit bien casser des figures, vous voyez, on le voit bien retourner des mecs sur un ring, on le voit bien faire des cascades dans Fast and Furious, mais on l'imagine très mal au coin du feu à méditer avec une vanité à côté de lui au sens profond de la vie, quoi. Ouais, bon, chacun son truc, quoi. Voilà. Eh bien, le prince, c'est un peu pareil. Le prince, c'est un peu c'est un peu l'équivalent de The Rock, si vous voulez. Il est là pour agir, il faut qu'il agisse. S'il réfléchissait trop, il n'agirait pas. S'il était trop intelligent, il ne ferait pas grand-chose. Il y a 3-4 ans, j'enseignais dans le sud de la France. Comme tous les matins, je roulais vers mon travail. Et comme tous les matins, j'écoutais France Culture. Et là, au journal de France Culture, il était fait mention d'une étude universitaire qui avait été publiée à l'université de Yale, enfin par des chercheurs de l'université de Yale, et qui étudiait les corrélations entre le quotient intellectuel et le fait d'occuper des postes à pouvoir. Mais on se rend compte qu'il y a une corrélation très négative. Plus vous occupez un poste à pouvoir, moins votre QI est élevé. Généralement, le QI des gens qui occupaient des postes à pouvoir dans les comités d'entreprise et dans les instances politiques n'avait pas un QI qui dépassait 120. Au-delà de 120, les gens étaient soit des marginaux, soit des chercheurs, soit des gens qui réfléchissaient à des choses beaucoup plus abstraites. Donc, en fait, les hommes de savoir, les hommes de réflexion s'écartent du pouvoir. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils ne savent pas décider. Parce qu'ils ont conscience, quelque part, que c'est pas à eux de le faire, si vous voulez. Que c'est compliqué pour eux de le faire. Imaginez-vous quand même l'état dans lequel il faut se trouver, l'état mental dans lequel il faut se trouver, pour avoir le culot de dire aux gens « votez pour moi ». C'est-à-dire qu'il faut se croire soi-même capable de mieux savoir qu'autrui ce qui est bon pour autrui. Bon, pour dire ça, concrètement, faut pas beaucoup réfléchir. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est un minimum intelligent, ne dit pas voter pour moi, vous voyez. Il y a quelque chose de vraiment très très antagonique ici. Voilà. Donc, et ce qui veut dire que l'exercice du pouvoir, c'est difficile de le déléguer à des gens qui réfléchissent, parce que de toute façon, ils s'en écarteront nécessairement. Ça fonctionne pas, cette histoire. Et quelque part, c'est un peu ce que décrit Machiavel dans Le Prince. Alors, Machiavel ne parle pas de toutes ces questions de relation entre l'intelligence et l'exercice du pouvoir politique. Bon, c'est pas du tout de ça dont il parle. Mais lui, il parle de l'exercice d'un pouvoir qui est conduit par un prince. Et ce prince, son but, ce n'est pas de réaliser une utopie. Ce n'est pas d'être légitime. Ce n'est pas de justifier rationnellement sa légitimité. Non, son but, c'est de garantir l'ordre. Et cet ordre, il n'est pas nécessairement rationnel. Donc, dans ce sens, d'ailleurs, je vous ferai allez, là-dessus, on fera une partie sur Hobbes, une partie sur Machiavel. Donc, le pouvoir n'est pas strictement rationnel. Qu'est-ce que c'est le prince de Machiavel? C'est une espèce de mode d'emploi pour certains princes de province d'Italie
Machiavel voulait s'attirer leur faveur, afin de leur expliquer comment bien gouverner. Et là, comment bien gouverner, ça ne veut pas dire comment bien gouverner au sens platonicien. C'est pas comment faire le bien quand on gouverne. C'est pas comment servir les intérêts de la cité. Non, c'est comment, soit en tant que prince, garder le pouvoir. C'est ça bien gouverner pour Machiavel. C'est comment garder le pouvoir et comment exercer le pouvoir tout en le conservant. C'est pour ça que quand on dit que quelque chose est machiavélique, en fait, il y a l'idée selon laquelle l'activité inhérente à l'action qui est menée n'est pas sincère, en fait. Il y a une grosse hypocrisie. C'est-à-dire que je dis que ce que je fais, c'est servir l'intérêt de la cité, alors que l'intérêt que je sers, c'est le mien. Puisque bien gouverner, c'est garder le pouvoir, faire en sorte d'exercer le pouvoir. Alors, à partir de là, comment on fait ? Je vous inviterai pas à lire Le Prince de Machiavel, parce que dans Le Prince, qui est un ouvrage très court et pourtant très intéressant, mais il y a beaucoup de considérations très pratiques, très historiques, qui sont très particulières et peut-être peu intéressantes pour ce qui nous intéresse ici. Mais il y a aussi des considérations très générales. Et peut-être que l'idée la plus connue est la suivante, c'est que le prince, en fait, il ne faut pas qu'il ait des qualités morales. S'il a des qualités morales, c'est-à-dire si c'est une bonne personne, il sera vaincu par ses propres qualités morales. Il sera dépassé par ses propres qualités morales. Il sera dépassé par ses affects, dépassé par sa gentillesse. Et sûrement, il sera renversé. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas le courage d'exercer la force. Ce qui garantit l'ordre dans la société, c'est l'exercice de la force, alors que militaire, armé, ce que vous voulez, c'est l'exercice de la force. Mais le prince non plus ne doit pas se montrer comme quelqu'un qui exerce ouvertement, délibérément la force. C'est pas quelqu'un qui doit revendiquer sa légitimité à travers la force. Autrement dit, s'il arrive à asseoir son pouvoir, c'est grâce à l'exercice de la force, mais il ne doit pas revendiquer l'usage de la force. C'est-à-dire que, de facto, c'est la loi du plus fort qui règne, mais il ne faut pas que ceux qui subissent la loi du plus fort aient conscience ou comprennent que c'est la loi du plus fort qui s'exerce. Pourquoi ? Parce que si les gens ont l'impression que c'est la loi du plus fort qui s'exerce, alors il y a des risques qu'ils se révoltent. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ça sonne dans même pas une minute, donc je vous libère et nous parlerons de ça la prochaine fois.